Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans notre nouvelle émission En développement, consacrée aux questions de création et de professionnalisation pour les aspirants scénaristes et les scénaristes émergents. En développement, le podcast pour les scénaristes émergents. Je suis Rosalie Tonaillon-Chacal, scénariste fraîchement diplômée de la formation Master 2 professionnel, scénario et écriture audiovisuelle de l'Université Paris-Nanterre. Je suis Marianne Chapelle, j'ai également fait le Master de Nanterre où j'ai rencontré Rosalie et je suis actuellement en formation complémentaire pour me spécialiser sur l'écriture de séries à la FEMIS. En développement est née de notre volonté de créer un espace de discussion entre pairs autour des questions qu'on se pose en tant que jeune scénariste. C'est donc un podcast de discussion collective pour lequel, à chaque épisode, Rosalie et moi convions un ou deux invités pour parler avec nous d'une thématique liée à l'émergence. Pour ouvrir ce podcast, on a voulu tout de suite plonger dans l'action de l'écriture et de la professionnalisation en réfléchissant à un verbe d'action justement, commencer. Ce thème va se diviser en 2 épisodes, commencer le métier de scénariste d'abord, puis commencer un projet d'écriture ensuite. Aujourd'hui, on va donc se consacrer à la première partie de notre thème en se demandant comment on débute une carrière de scénariste. Quelles sont les premières étapes pour se professionnaliser ? Qu'est-ce qui nous empêche parfois de commencer ? Et quand est-ce qu'on se considère vraiment comme professionnel de l'écriture ? Nous accueillons aujourd'hui 2 invités scénaristes, donc Yasmine Benjelti et Louis Berthier. Bienvenue et merci de nous avoir rejoints pour ce premier épisode. Est-ce que vous pourriez présenter rapidement votre parcours et nous dire aussi, petite tradition qu'on inaugure aujourd'hui, quelle a été votre galère de la semaine en tant que scénariste ? Bonjour, je suis Yasmine Benjelti. Je suis actuellement en formation au département série de la FEMIS. Et moi, j'ai eu un parcours très long et compliqué. J'ai fait des études de commerce. J'ai travaillé en tant que consultante en management avant de faire le grand pas vers le scénario il y a maintenant quelques années, en découvrant d'abord l'écriture de courts-métrages avant de me tourner vers la série. Et alors, ma grande galère de la semaine, c'est je me suis retrouvée face à une deadline très, très courte d'écriture d'un polar et un peu un petit syndrome de la page blanche, un gros blocage en tout cas. Et donc, la vraie galère, c'était d'accepter d'écrire quelque chose dont je n'étais pas à 200% satisfaite, en sachant que je l'améliorerais en réécriture. Bonjour, moi c'est Louis Berthier Castello. Je suis d'abord passé par une formation de réalisation à l'ESRA pendant 3 ans. Et ensuite, j'ai eu un peu une période de transition où je me cherchais un peu, on y reviendra, mais j'ai été serveur pendant quelques années avant de découvrir le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. Une formation de 2 ans que j'ai fini à 2 ans et demi. Et donc depuis, j'ai la chance d'être scénariste. Et ma galère de la semaine, j'ai été confronté à un exercice un peu particulier que j'avais pas eu l'occasion de faire depuis que je suis sorti d'école. On m'a demandé une note de réécriture sur un projet dont je n'étais pas à l'origine, un projet de Bible. Et donc ça a été comment appréhender des pistes et des axes de réécriture d'un projet qu'on n'a pas initié. Et c'était quelque chose d'assez compliqué parce qu'on est beaucoup dans la théorie, il faut à la fois respecter le travail de l'auteur précédent et se l'approprier. Et c'est ça qui a été un peu mon petit combat de la semaine. Et j'ai finalement réussi à trouver le bon angle et ça m'a permis de résoudre ce problème. Voilà. Peut-être pour commencer, on peut se demander un peu, donc vous venez de présenter vos parcours, comment justement vous êtes arrivé à l'écriture scénaristique, parce que ça n'avait pas l'air d'être tout droit, on va dire, comme chemin. Est-ce que c'est venu d'une pratique d'écriture qui existait déjà ? Est-ce que c'est venu d'envie de cinéma ? Voilà, un peu quel était votre chemin vers l'écriture de scénario ? C'est vrai que pour moi, c'était un chemin assez long. Je me rendais absolument pas compte que j'aimais l'écriture. J'ai commencé par écrire des paroles de chansons pendant très longtemps. C'était vraiment, mais juste un hobby. D'ailleurs, j'écrivais de la country, ce qui est finalement le genre musical qui est le plus proche du storytelling, parce que c'est vraiment des chansons qui racontent des histoires. Puis à partir d'un moment, je me suis rendu compte que les 3 minutes, c'était quand même quelque chose qui me restreignait un petit peu trop. Et par le plus grand des hasards, je me suis retrouvée à un festival de cinéma et pendant quelques jours, j'ai regardé 5-6 films par jour et j'en suis sortie avec vraiment un déclic où là, je me suis dit, en fait, ce que je veux faire, c'est écrire des scénarios. C'était dans ta période où tu étais encore dans ta vie professionnelle, oui. Du coup, ton autre vie complètement. professionnelle J'étais déjà consciente que ma carrière dans le consulting me plaisait pas tellement, mais je me rendais pas encore compte que le scénario, c'était un véritable métier. Quand j'ai eu ce déclic, c'était plus un déclic
déclic de hobby qui s'est transformé en passion et ça a pris quand même quelques années avant que je me rende compte que c'était un métier et que c'était vraiment le métier que je voulais faire. Ok. Non, moi, de mon côté, mon père est scénariste. Donc voilà, donc c'est le Nepo Baby de la... non, donc voilà, donc mon père est scénariste, donc depuis petit, en fait, je savais que c'était un métier, même si j'ai eu du mal peut-être, parce qu'il passait ses journées à son bureau, donc je comprenais pas bien à la maison, donc je me disais peut-être que c'est ça le rêve, c'est de passer des journées chez soi à écrire. Et du coup, donc j'ai toujours voulu écrire, je pense que je m'y suis un peu essayé, moi j'écrivais de la poésie, voilà. C'était mon truc, la poésie. J'ai gagné un concours quand j'étais jeune, c'était le grand moment de ma jeunesse. Et puis voilà, et du coup, en fait, je pense que je suis passé par des biais un peu détournés parce que j'avais du mal à tuer le père et à vouloir faire la même chose. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment mis un peu plus tard, quoi. Mais d'où, je pense, le fait de vouloir passer par la réalisation d'abord. Ce qui aujourd'hui est toujours un désir que tu as, la réalisation. Donc Absolument pas. Ouais, je supporte pas les plateaux. Il y avait une vraie dissonance cognitive parce que je me forçais à me dire que je voulais être réalisateur alors qu'en fait, j'étais très très mal sur les plateaux. Ok, c'est marrant. Voilà. Toi, Rosalie, c'est plutôt... Moi, c'est plutôt l'inverse. En fait, j'ai commencé à faire du théâtre au Conservatoire de Lille, du coup. Et en fait, j'ai pas du tout aimé jouer moi. Mais on avait des exercices de mise en scène de théâtre. Du coup, j'ai un peu mis en scène les camarades de promo, quoi. Et puis après, j'ai commencé une option cinéma quand j'étais en terminale. Et j'ai tout de suite enchaîné sur que des études de cinéma, quoi. Donc j'ai fait une prépa littéraire option cinéma à Lille, où on n'avait pas beaucoup de pratique. Et donc à ce moment-là, je me suis dit que pour pratiquer, il allait falloir qu'on se débrouille par nous-mêmes avec les amis de l'époque. Et donc on a fondé un collectif de création de cinéma, qui est aujourd'hui l'association qui produit ce podcast. Okay. Donc l'association s'est développée, on a produit énormément de courts-métrages. Et en fait, au début, on tournait sur tous les postes, système D... un peu classique, quoi. Et moi, vraiment, la mise en scène, c'était ce qui m'intéressait le plus. Et du coup, j'ai fait beaucoup de scriptage. Enfin, j'étais script beaucoup sur les tournages et puis productrice aussi. Et après, quand je suis arrivée, du coup, dans la première école à l'ENS de Lyon, il y avait des ateliers de réalisation avec des scénaristes qui venaient de la FEMIS et d'ailleurs. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'écriture en tant que telle. Et donc, c'est d'abord, en effet, venu de plutôt la mise en scène. Avant d'être côté écriture. Et puis je me suis quand même rendu compte que les deux étaient vraiment liés et que c'était bien d'avoir des vraies connaissances d'écriture pour pouvoir réaliser. Après, en France, on a beaucoup ce mythe de l'auteur de cinéma, scénariste et à la fois réalisateur. Mais voilà, moi, c'est par là que je suis venue à l'écriture. Et toi, du coup, Marianne ? Moi, je pense que c'est plutôt... Ouais, c'est vraiment pareil, venu de l'écriture d'abord, avant de venir du cinéma ou de l'audiovisuel. Enfin, quand j'étais petite, j'écrivais des histoires et tout, voilà. Et puis, en fait, ça a été un peu mort. Enfin, c'est mort pendant, 10 ans où j'ai complètement arrêté d'écrire. Enfin, voilà, j'étais dans la vie scolaire, quoi, classique. Et puis en dernière année, moi j'ai fait Sciences Po et du coup en dernière année de master, j'ai eu l'opportunité du coup j'ai une copine qui m'a proposé de monter un projet de théâtre ensemble et du coup on s'est dit qu'on avait envie que ce soit une pièce à nous et pas de reprendre une pièce qui existait déjà. Donc on a travaillé avec une fille qui devait écrire cette pièce, donc une troisième personne, qui en fait nous a lâchés au dernier moment. Et du coup il restait un mois avant la deadline pour répondre à l'appel à projet pour monter cette pièce de théâtre. Et donc en un mois, il fallait écrire un projet, quoi. Et du coup, j'y suis allée en me disant, tant pis, à la base c'était censé être quelqu'un d'autre parce que j'avais pas justement cette confiance aussi de me lancer dans l'écriture. Et là, d'y être forcée, j'ai découvert que c'était trop bien. Et qu'en fait, ça m'avait un peu manqué pendant 10 ans, quoi. Où effectivement, j'avais fait aussi du théâtre, mais en tant que comédienne. Et en fait, là, j'ai redécouvert vraiment ce plaisir de l'écriture, de créer une histoire et tout. Et du coup, moi, c'est par là que j'y suis allée en écrivant du théâtre. Et je me suis pas professionnalisée, je suis pas tentée de me professionnaliser tout de suite. Et d'ailleurs, pas dans le cinéma non plus. Je suis restée sur le théâtre où j'ai écrit du coup 2 pièces. Mais je faisais ça en amateur à côté de mon master à Sciences Po, puis de mon boulot en ministère, en politique publique, quoi. Et je me suis vraiment... j'ai passé le cap un peu vers le cinéma et vers la professionnalisation au bout de 3 ans,
quand mon aventure théâtrale s'est un peu terminée et que je me suis dit, bah là, je crois que en fait, tout ce qui est mise en scène et vraiment montage de projet, c'est pas forcément mon truc. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment écrire. Et en fait, bah, il y a un métier pour ça, c'est scénariste. Donc, je vais essayer de l'apprendre. Voilà. Du coup, vous êtes deux à avoir fait des reconversions professionnelles en quelque sorte. Notre prochaine question, c'est une fois qu'on s'est dit qu'on avait envie d'écrire, quoi, que c'est un peu clair pour nous-mêmes, tout seul dans sa chambre, quelles sont les premières étapes possibles pour arriver au métier de scénariste? Vous êtes passé par des formations. Est-ce que c'était la première chose d'ailleurs, la formation? Est-ce que vous avez fait d'autres choses avant la formation? C'est vrai que moi, j'ai quand même passé 2 ans à travailler en tant que consultante et à prendre des cours de scénario pendant le week-end. C'était juste un hobby, mais assez rapidement, je me suis quand même rendu compte que c'était le moment que j'attendais le plus de ma semaine. Mais c'est très effrayant de quitter sa carrière alors qu'on vient de faire un master pour ça, que ça fait des années qu'on fait ça, qu'on est lancé dans une certaine vie qu'on avait imaginée pendant très longtemps et se dire que tout peut changer du jour au lendemain. Donc j'ai mis pas mal de temps à oser déjà arrêter mon job. Coup de chance, c'est aligné avec un burn-out où j'avais besoin d'arrêter. Mais j'avais toujours encore peur, en fait, de me dire non, je veux devenir scénariste. Et encore coup de chance, à ce moment-là, il y a une association qui s'appelle Mille Visages qui a décidé de faire un projet de court-métrage là où j'habite, en Seine-et-Marne. Et je me suis dit, au moins, je quitte mon job et j'ai ça à faire pendant l'été. Et en fait, ça a été une découverte. C'était un court-métrage, on était une vingtaine. On créait tous ensemble. Donc, on créait le concept du court-métrage. Certains étaient comédiens, certains ont décidé qu'ils allaient plutôt être décorateurs, qu'ils allaient tester des jobs techniques. Et moi, naturellement, je suis allée finalement vers le job de scénariste. Et c'était en fait ce mois-là qui a concrétisé pour moi le fait que je trouvais beaucoup de plaisir à faire ça, que j'adorais aussi l'idée de pouvoir écrire quelque chose qui allait prendre vie à l'image. Je crois que c'était quelque chose de très satisfaisant. Et j'ai eu besoin de cette période. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Et encore une fois, grand coup de chance, les étoiles se sont alignées. L'école Courtrajmé recrutait à ce moment-là ses élèves pour leur formation en scénario. Et donc, j'ai candidaté. Et c'est vrai que le fait de me lancer via une formation m'a beaucoup rassurée personnellement. J'ai senti que quand même, déjà, j'étais pas seule. Je trouve que c'est quand même super important dans ces formations. Non seulement on développe des compétences techniques, mais on développe son réseau, on se fait des véritables amis et des gens qui vont traverser les mêmes choses que nous. Je rencontre énormément de scénaristes qui sont en reconversion quand même au fil de toutes mes formations et je me rends compte que c'est indispensable de pouvoir débuter à côté de ces personnes, que ce soit d'écrire ensemble ou juste de se partager nos craintes, nos réussites, nos échecs. Et c'est pour ça que je pense que la formation est très, très, très utile pour se lancer. Et aussi, on se rend quand même compte que c'est un métier qui est très technique. Quand on ne le connaît pas, de loin, on voit seulement l'aspect artistique. Mais une fois que vraiment on se lance dans l'écriture d'un projet, il y a vraiment un vrai bagage technique à développer. Et les formations permettent quand même d'avoir un cadre où on absorbe beaucoup de connaissances à la fois. On est challengé aussi. On a des deadlines. On a l'occasion de vraiment sortir des projets, de les faire lire à d'autres et d'avoir des regards extérieurs aussi. Ça, c'est quelque chose qui aide énormément, au moins dans cette phase de lancement. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, Yasmine, que tu avais commencé par suivre des cours le week-end. Est-ce que juste tu peux nous dire ce que c'était ces cours? Où est-ce que c'était? Alors, c'était via la ville de Paris. Ok. Vraiment, je suis allée sur la ville de Paris, un site internet pour faire plein d'activités. 10 000 cours, c'est impressionnant. Et il y a beaucoup de cours de scénario un petit peu partout dans Paris. Puis moi, je me suis retrouvée comme ça dans ce cours dans le 19e avec une prof qui était une super scénariste. On était 3 élèves, 4 élèves. Donc vraiment, c'était en petit comité. Et la première année, elle nous accompagnait dans l'écriture d'un court-métrage. Donc non seulement on découvrait ce que c'était que d'écrire un court-métrage, mais aussi le monde du court-métrage, qui est quelque chose qu'on connaît très peu quand on n'est pas dans le monde du cinéma et de la télévision. Donc, on regardait énormément de courts-métrages. Ça m'a... Vraiment, ça a, je pense, ouvert mon esprit à un autre type de cinéma, d'écriture. Et la deuxième année, elle nous initiait à l'écriture de séries, mais à toute petite échelle. Donc, on écrivait vraiment des short-coms. Donc, ces séries qui font avec des épisodes de 4 à 7 minutes. L'idée, c'était de comprendre un petit peu c'est quoi le principe d'une série, la différence avec un court-métrage. Et c'était une excellente, je trouve, introduction à l'écriture. Et c'était une chance incroyable d'avoir une prof avec si peu d'élèves. Donc, quelqu'un qui était vraiment très, très, très attentionné et très présente pour chacun de nos projets.
c'est trop bien. Ouais. Mais à ce moment-là, tu considérais toujours encore ça comme un hobby? C'était pas Ouais, encore, complètement. Mais je pense aussi parce que ces cours étaient plus tournés aussi vers l'activité d'écriture comme un plaisir et vraiment voilà, comme un hobby. Et que je ne me rendais toujours pas compte que c'était des métiers qui étaient faisables. Ouais. Moi, personnellement, dans ma famille, personne ne faisait de métier artistique. C'est quelque chose qui faisait très, très peur à mes parents. Je veux dire, j'avais un père dans l'informatique, une mère enseignante. Donc, pour eux, ils comprenaient très bien des métiers Concret. très concrets, des choses qui étaient utiles à la société de manière très évidente. Et je pense que c'est pour ça que j'avais fait des études, d'abord une prépa ingénieur, puis une école de commerce. Donc, ça leur faisait peur et donc ça me faisait peur à moi aussi. Donc, ça a pris du temps à comprendre qu'on pouvait en vivre, qu'on pouvait avoir une carrière là-dedans. Donc non, c'était pas du tout une évidence à ce moment-là, ouais. C'est drôle, c'est toujours une affaire de déclic, j'ai l'impression, l'écriture. C'est un truc assez... même si on a connaissance, le fait de dire je veux écrire, il y a un peu quelque chose de l'ordre du déclic et de la révélation. Enfin, mais moi, en tout cas, ouais, quand j'avais du mal à dissocier encore, justement, ce dont tu parlais, l'auteur du réalisateur. Et ce qui pourtant, moi j'avais mon père comme exemple et il avait jamais réalisé quoi que ce soit, mais pourtant j'avais du mal à le dissocier et en étant malheureux sur les plateaux, je me suis dit mais en fait je peux pas raconter d'histoire, je peux pas, donc je me suis retrouvé à bosser dans un resto. C'était un peu 4 ans de grosse dépression et de remise en question. Et bon, Dieu merci, le Covid est passé par là et comme la moitié des Français, je me suis mis à écrire un roman tristement inachevé. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose. Et c'est comme ça que je me suis renseigné. Effectivement, pour rejoindre Yasmine, il me semblait, pour moi, je pense, en tout cas, le mythe de l'autodidacte dans le scénario aujourd'hui, je pense que ça a un peu disparu. Et je pense qu'on se rend compte effectivement que c'est un métier qui a il y a un apprentissage et il y a des paliers à franchir et je pense que aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a tant de formations qui se mettent en place. Et je pense qu'elles sont assez indispensables, déjà pour la technique, mais aussi pour mettre en place un réseau parce que c'est tellement opaque de savoir comment rentrer, même quand tu as des parents qui sont dedans. C'est pas moi je pouvais pas compter sur mon père pour me trouver un taf de scénariste. Donc ça s'apprend vraiment. Donc ouais. Et tu disais que du coup toi tu as fait une première formation de technique de réalisation à l'ESRA du coup. À l'ESRA, ouais. Et donc tu dis que tu as été malheureux sur les plateaux et que donc petit à petit tu es allé plutôt vers l'écriture. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça s'est passé ce passage-là, qu'est-ce qui t'a rendu malheureux en réalisation sur un plateau et qui t'a fait te dire surtout c'est plutôt l'aspect écriture qui m'intéresse? Premier abord, très vite, j'ai compris que je prenais du plaisir en amont et que très vite, une fois que je devais rentrer dans toutes les considérations concrètes de la mise en place et En fait, j'aime beaucoup la théorie de la mise en scène, j'aime beaucoup le découpage, je trouve ça passionnant, c'est un langage, mais une fois que t'as des problèmes de météo et des gens qui arrêtent pas de te demander des solutions et moi, j'aime pas qu'on me demande, donc voilà, donc du coup, il y a un peu ce truc-là qui... Et c'est vrai que c'est comme ça que je me suis un peu rendu compte du truc. Et en même temps, j'ai quand même réalisé 2 courts-métrages que j'ai enterrés avec toutes les personnes qui l'ont vu. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a toujours ce truc j'avais toujours l'impression de trahir mon histoire. Alors peut-être parce que j'étais pas un très bon réalisateur, hein, mais je préfère laisser quelqu'un d'autre trahir mon histoire que de le faire moi-même. Voilà, je pense que c'est même si c'est pas une fatalité. Parfois, évidemment que il faut accepter le fait que le scénario c'est un outil de travail et que c'est pas une œuvre en soi. Mais il y avait ce côté un peu j'aime bien la rêverie qu'on peut avoir quand on écrit et qu'on développe son histoire. Et parfois, c'est bien d'en rester là. Et quelqu'un va prendre la suite et c'est pas grave, ça sera ce que ça sera. Mais on garde un peu ce petit monde à soi, quoi. Mais d'ailleurs, peut-être du coup, un peu pour tous les deux, mais toi aussi, Yasmine, que tu as fait aussi de la réalisation. Oui. Du coup, vous venez un peu de la réal, tous les trois quand même. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller après chercher de la formation vraiment en écriture, sachant que vous aviez déjà de l'expérience un peu en réalisation? À quel endroit vous trouvez que c'est nécessaire de se former en tant que scénariste quand on a une expérience de réal, voilà. C'est vrai que pour moi, les deux étaient entièrement liés parce que quand je suis rentrée à Courtrage-May, je savais pas la différence aussi entre le scénario et la réalisation. Pour moi, c'était 2 choses qui allaient ensemble. C'est quand même le moment où j'ai découvert, en effet, qu'il fallait sortir de cette phase de rêverie de l'écriture et non de se confronter au monde, en fait, de confronter ses idées au monde, ce qui fait quelque chose qui fait très, très peur. Faire lire ces textes et puis se rendre compte qu'ils vont être mis à l'image. Et
c'est en effet après quand même cette première expérience de plateau que j'ai eue et de réalisation que j'ai vu tous les défauts de mon court-métrage et que je me suis rendu compte qu'il fallait que je continue de me former. Mais quand même, je pensais que c'était assez nécessaire pour moi d'avoir une expérience, disons, conjointe des deux pour me rendre compte que c'était plus le scénario qui me plaisait. Et puis je pense que, enfin, ça va peut-être sembler, mais bon, on est tous scénaristes, donc je vais le dire, mais je pense qu'il peut y avoir des bons films qui sont réalisés de façon assez classique, ou qui n'ont pas aucun intérêt en termes de réalisation, même parfois mal réalisés, mais qui sont sauvés par un scénario brillant. Et l'inverse n'est pas vrai. Un mauvais scénario fera toujours un mauvais film, donc tu comprends vite que tout vient de là et je pense que c'est ça qui, moi, m'a fait me rendre compte que je ne pouvais pas penser le cinéma ou quelques œuvres audiovisuelles sans que le scénario soit complètement à l'origine et la pierre angulaire, quoi. Oui, moi, c'était plutôt qu'en étant beaucoup dans les productions et en étant script aussi. Enfin, de mon côté, j'ai fait des exercices de réalisation en école, quoi. Qui était pourri, nul quoi, du point de vue du scénario, c'était cata. Et après, comme j'ai beaucoup accompagné d'autres courts-métrages et de plus en plus conséquents en termes de production, j'ai aussi beaucoup été au retour sur le plateau. Enfin, du coup, je voyais le film se faire et des fois, tu te poses la question de pourquoi on est en train de faire ce film, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui. Quelle est la résonance, voilà. Et ça, c'est des questions qui, au vu des économies du court-métrage, du temps de tournage, ne peuvent absolument pas se poser, en tout cas pas en ces termes-là, sur le plateau. Et du coup, il y a vraiment besoin, en amont, mais ça rejoint un peu ce que je disais, en amont de la réalisation, quoi, d'avoir un véritable temps qui est souvent bien plus long que celui, à mon sens, de la préparation d'un court-métrage. Qui est une réflexion sur la dramaturgie en elle-même, quoi. Et moi, c'est aussi en suivant beaucoup de masterclass avec des cinéastes qui sont aussi scénaristes de leurs propres films que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose du sens du film, de pourquoi on fait ce film qui se passait seul au bureau au scénario, et que le scénario, c'était la boîte noire, la mémoire du film, la mémoire des intentions de réalisation du film, qu'elle se jouait là, quoi. Et que des fois, je discutais récemment avec un scénariste qui me disait que lui, il était parfois appelé par la réalisatrice sur le plateau, comme, parce qu'il constituait une espèce de mémoire de ses intentions premières et qu'elle avait besoin d'y revenir pour retrouver sur le plateau les éléments essentiels à tourner, quoi. Voilà. Donc je pense que moi, j'ai toujours ce désir de réalisation et depuis, j'ai réalisé des courts-métrages que j'espère être meilleurs. Mais je pense que c'est indispensable, en fait, la formation en scénario. Quand bien même, ensuite, on fait appel à d'autres scénaristes sur ces projets, etc. Il y a quand même une nécessité de maîtriser l'outil, même pour diriger les comédiens aussi. Et puis tu mets sur quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, en formation, on va aussi t'apprendre à travailler à plusieurs. Et c'est quelque chose en tant qu'autodidacte, tu vas pas forcément avoir les moyens de trouver des binômes donc on t'apprend, et aujourd'hui l'écriture du scénario se fait beaucoup à plusieurs, quoi. Oui. Après, je pense que les formations en réalisation peuvent être très utiles même si on décide de ne devenir que scénariste par la suite, parce qu'on comprend aussi quelle est la vie du film, ou en tout cas de la conclusion, du résultat de notre travail, de ce scénario, quelle est sa vie après, comment est-ce qu'il va être transformé par chacun des techniciens, par chaque membre de cette équipe de réalisation. Et moi aussi, j'ai adoré cette phase un peu de réanalyse de son scénario quand on prépare en effet son découpage, et finalement je me suis rendu compte que l'écriture commençait jusqu'au jour de tournage, même pendant le tournage, parce qu'on se rend compte que l'enjeu de certaines scènes en fait n'est pas assez fort. On apprend aussi ce que c'est les réalités d'un tournage et les sacrifices qu'on doit faire. Certaines scènes doivent être coupées, donc c'est des challenges en tant que scénariste qui peuvent être assez fascinants. Et pareil pour la réalisation, l'écriture au montage. Complètement repenser son film en voyant les images. C'est à la fois très intéressant en termes de scénario, ça apprend aussi à mettre de la distance entre soi-même et son scénario. Se rendre compte qu'on n'est pas entièrement lié, qu'il faut savoir le laisser prendre vie et prendre une forme qu'on n'attendait pas forcément, ce qui peut être un petit peu violent au début, mais c'est un bon apprentissage, je pense.
Et le détachement, il faut laisser partir le bébé. Donc vous êtes tous les deux passés par des formations et Marianne aussi pour arriver à la professionnalisation en tant que scénariste. Avec un regard peut-être rétrospectif, même si vous êtes encore en formation, voilà. Qu'est-ce que ces formations, elles vous ont appris concrètement et est-ce qu'elles vous ont permis d'obtenir des opportunités professionnelles qui vous ont ensuite permis de faire votre métier, quoi? Alors moi effectivement, donc je suis pas pour la question opportunité professionnelle pour l'instant, je pense que on verra à la sortie parce que j'ai pas eu tellement le temps vu que j'ai vraiment enchaîné donc le master scénario de Nanterre l'an dernier et là directement la Fémis en série. Donc j'ai pas eu tellement de temps de voir tout ce qui allait pouvoir fleurir de ces formations, ce sera pour l'an prochain. Même si effectivement comme on disait, c'est des gens qu'on rencontre avec qui on va pouvoir travailler. Enfin, moi, je sais que déjà, du master scénario de l'an dernier, il y a déjà des gens que j'ai rencontrés avec qui j'ai envie de travailler, certains avec qui j'ai déjà initié des projets, et donc qui vont continuer, ou en tout cas, peut-être que si ces projets-là n'aboutissent pas, d'autres peuvent naître, parce que voilà, on connaît un peu l'univers, on découvre des univers, et on découvre des univers dans lesquels on a envie de s'insérer, qui sont pas forcément les nôtres. Et c'est aussi ça qui est trop chouette, ça ouvre en fait l'horizon, parce que nous, on a un peu des choses qu'on aime écrire. Enfin, on apprend à se connaître en écrivant et du coup, on apprend à dessiner un peu les contours de notre univers, de nos envies. Mais c'est super chouette de rencontrer d'autres gens qui sont aussi à cette étape un peu de découverte de leur univers et de voir à quel endroit, même si c'est pas exactement pareil que nous, on va pouvoir aller collaborer et trouver de l'intérêt à travailler ensemble et tout ça. Donc ça, c'est vraiment, je pense, Enfin, en plus, c'est un peu une phrase bateau. Enfin, en formation, on n'arrête pas de nous répéter tout le temps, genre, vous êtes votre premier réseau. Mais c'est carrément vrai, en fait. C'est vrai que c'est là que tu rencontres des gens avec qui tu peux imaginer de bosser après et tout. Et évidemment, après, des intervenants, des rencontres, etc. Donc ça, c'est chouette. En tout cas, je trouve que ça ouvre un peu les yeux sur ce qui existe dans le monde des scénaristes aujourd'hui, qui travaille sur quoi, dans quels univers, et puis rencontrer éventuellement ces personnes, ça permet aussi de voir un peu en termes de personnalité, voilà, si éventuellement on pourrait aller les rencontrer ou les solliciter derrière, donc ça c'est trop chouette. Et en termes de vraiment de formation, quoi, de ce que ça m'a appris. Je pense que c'est deux formations assez différentes, Nanterre et la Fémis, là, de ce que j'en vois. Nanterre, je pense que ça m'a vraiment permis de me lâcher, enfin, en fait, de me lancer dans l'écriture et de me faire un peu confiance, sachant que moi, j'arrivais sans aucune formation et qu'en fait, à Nanterre, je sais pas, il y a un truc très bienveillant et très, genre, allez-y, on écrit beaucoup, beaucoup, et du coup, ça permet d'apprendre des techniques par le faire, et de pas se mettre tout le temps la pression de est-ce que c'est super bien ce que j'écris, est-ce que c'est parfait, ce qui est je pense un gros blocage quand on commence, où on a peur d'être jugé, on a peur que ce qu'on écrit soit pas bien, et en fait pour s'améliorer il faut faire lire aux autres, il faut avoir des retours, et donc en fait ça c'est vraiment un gros apprentissage d'apprendre à faire lire son travail, à recevoir des retours et à retravailler en fonction de ça. Et à la Fémis, je trouve que, après tu me diras ce que toi t'en penses, Yasmine, je trouve que là, il nous apporte, et on écrit moins, pour l'instant en tout cas, après on n'est pas dans la phase de l'année, on écrit le plus, mais c'est plutôt vraiment de la dramaturgie, enfin un peu de la théorie du scénario et tout, qu'on a eu un peu moins à Nanterre, et du coup c'est assez chouette, même si pour l'instant ça met un peu de temps à genre s'intégrer. Je pense que je vais avoir besoin d'y retourner. Mais voilà, genre en tout cas ça donne plein de matières et d'outils pour aller plus tard peut-être replonger dedans et les mettre en œuvre. Mais c'est vrai que c'est une formation qui est très riche en termes de compétences techniques qui nous permet de développer. Donc on se rend pas encore compte, je pense qu'on n'a pas encore le recul sur tout ce qu'on apprend. Après, ce qui est super, c'est que ça nous force à écrire des choses qui nous plaisent pas forcément, ou en tout cas qui ne nous plaisaient pas forcément. Genre, dans les quelques mois d'années qui sont derrière nous maintenant, on a déjà écrit de la sitcom, du polar. On a créé une shortcom en 3 jours. Donc, c'est un vrai challenge. Et en termes de compétences techniques, c'est une chance incroyable. Mais c'est vrai qu'avec un peu de recul, en effet, les compétences techniques qu'on développe dans ces formations sont extrêmement riches. Moi, je sais que j'avais lu certains des livres un petit peu de théorie que tout le monde lit, qui sont super, mais personnellement, j'étais entièrement perdue sur « Ok, mais avec tout ça, je commence par où ?» Et c'est pour ça que moi, j'avais adoré ma formation à Courtrajmé, parce qu'on y rentrait avec un pitch de court-métrage.
Et donc, le but vraiment des 4 mois de formation en scénario était d'écrire ce court-métrage. Donc, tout était tourné autour de ça. Donc, on commençait par vraiment comprendre, mais qu'est-ce qu'un film? Est-ce que j'ai vraiment un film dans mes 10 lignes de pitch ou pas? Vraiment se plonger sur un peu sa logline. Donc, voilà, en une phrase, quelle est l'histoire de mon film et quelle est la thématique derrière? Qu'est-ce que je veux raconter? Quel est le message que je veux porter en tant qu'auteur? Pour après rentrer dans des choses un petit peu plus techniques de dramaturgie au fur et à mesure de l'écriture. Et c'est vrai que c'était une formation très, très riche là-dessus parce on avait cette deadline très, très courte de en 4 mois, il faut qu'on sorte un scénario de court-métrage, en tout cas une première version. Et par contre, oui, en effet, sur cette question des rencontres qu'on y fait, moi, les gens que j'ai rencontrés à Courtrage-May, et c'était en 2021-2022, c'est des gens avec qui j'écris encore aujourd'hui. On fait partie d'un collectif de scénaristes. Vraiment, on se voit toutes les semaines pour parler scénario et on suit les carrières des uns et des autres. Et je pense que c'est des relations absolument indispensables pour avancer. Et j'ai eu un petit peu la même chose aussi quand je suis passée par la Cité européenne des scénaristes, où là, la formation en dramaturgie est beaucoup plus courte, c'est même très léger. C'est une formation d'1 mois. C'est juste une introduction au monde de la série pour comprendre un petit peu c'est quoi la différence entre écrire du cinéma et écrire de la série, comprendre aussi le marché, qui est quelque chose de très complexe, surtout quand on ne le connaît pas du tout. Quels sont les acteurs du marché, comment ça fonctionne aussi une série, comment ça se crée, comment ça se vend, comment ça se développe. Par contre, ce qui était absolument passionnant dans cette formation, c'est que après ces 1 mois de théorie, j'ai fait 5 mois en stage dans une room. Et là, ça a aussi été une autre découverte. Donc, j'ai été stagiaire sur une série Slash qui s'appelle Zonz. Et j'ai eu la chance d'être mentorée par la scénariste Marine Maugrin-Le Gagneur, qui m'a ouvert un peu toutes les portes de ce monde professionnel pour comprendre concrètement, maintenant, ça se passe comment. C'est quoi les conversations dans une room? C'est quoi les relations avec un producteur? Qu'est-ce qui se passe quand on travaille pour une chaîne aussi? Donc, j'ai pu être là pendant ces réunions de retour des conseillers de programme Slash pour comprendre leur point de vue de diffuseur, les points de vue de producteur, les points de vue d'auteur, et puis comment tout ça, en fait, se rejoint pour créer un objet commun. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'ailleurs des stages, parce que parfois dans les formations il y a des stages, je crois que d'ailleurs au CEA Ouais. il y a des stages, donc c'est vrai que c'est une autre manière, en plus des formations théoriques, etc., de commencer à apprécier un peu le milieu, etc., quoi. Ouais, au CEA, il y a un stage, alors je sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais en tout cas, entre les 2 années, il y avait un stage proposé sur la quotidienne Ainsi grand soleil, que moi j'ai eu la chance de faire, qui était très intéressant, effectivement, quand tu peux découvrir comment fonctionne une room, et ça m'a bien aidé ensuite quand moi j'ai été amené à travailler sur de la quotidienne. Donc c'est toujours des premiers pas qui sont vraiment, vraiment précieux. Mais pour revenir sur cette histoire d'opportunité, je pense qu'il y a aussi un truc, en tout cas que moi je me permets de conseiller à tous les élèves qui rentrent au conservatoire, mais je pense que c'est aussi valable pour toutes les formations, c'est de ne pas prendre l'exercice comme quelque chose de scolaire, ou en tout cas le rapport aux intervenants, avec un rapport professeur-élève qui peut parfois amener, surtout quand on est un peu susceptible sur ces textes, ou ce qui peut arriver évidemment, mais essayer de toujours garder un rapport, parce que ces gens-là sont les gens qui vont vous appeler en fait. Et moi, ma première opportunité, ça a été un intervenant du conservatoire, Jérémy Marcus, que je salue s'il écoute ce podcast, avec qui ça s'était bien passé, mais au-delà même de l'aspect purement... j'avais pas du tout rendu le meilleur texte de l'atelier, mais humainement, il y avait un truc on s'entendait bien, on rigolait, et je pense que les gens aussi ont envie de travailler avec des gens qui sont sympas, avec qui on peut discuter. Et donc, il n'y avait pas un rapport de prof-élève qui peut parfois mettre à distance et qui peut desservir, parce que ces gens-là, ils ont envie de vous appeler ensuite quand vous sortez, quoi. Donc, je pense que c'est aussi important de sortir de toute la logique très scolaire qui peut être un peu handicapante. Mais je pense que c'est quelque chose qui est commun dans pas mal des formations en scénario, où on sent en effet que la relation avec les professeurs, c'est pas du tout ce qu'on avait pendant nos études par le passé. On a vraiment la sensation que ce sont des scénaristes qui enseignent à d'autres scénaristes, en tout cas à des gens qui dans 1 an seront sur le marché avec eux et avec qui ils auront l'opportunité de travailler. Et c'est vrai que c'est très très agréable, et d'avoir des professeurs qui pensent à vous, en effet, qui vous ouvrent des portes, qui vous conseillent, des gens qui vous guident aussi par la suite. Ça, c'est assez précieux d'avoir des gens vers qui se tourner pour leur demander conseil. Mais en fait, comment j'aborde cette relation avec ce producteur ou sur ce projet, et c'est vraiment, je pense, des mentors qu'on va avoir à vie. C'est des choses que vous avez fait, ça, toi par exemple, Yasmine, de recontacter des gens pour leur demander des conseils post-formation et tout? Complètement, moi je suis restée en contact avec pas mal de mes professeurs. Dans chacune de mes formations, alors, Courtrage, on avait 2 professeurs, donc Thomas Guérard et Nicolas Fleureau, qui sont tous les 2 scénaristes, réalisateurs, qui travaillent et avec qui on reste en contact déjà amicalement et puis aussi professionnellement, parce que c'est des guides incroyables
incroyable. Eux, plus dans le monde du cinéma. Et la Cité européenne des scénaristes, en effet, j'avais un professeur avec qui je reste en contact. Et surtout, c'était une formation qui était très professionnalisante et qui se voulait professionnalisante. Donc, ils continuent en fait déjà d'offrir des opportunités aux anciens. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très, très intéressant. On a l'occasion d'aller pitcher lors de festivals ou à des sociétés de production. Donc, c'est d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer la première productrice avec qui j'ai travaillé. C'était grâce à cette formation. Et ils ont vraiment l'envie de rester très proches de leurs anciens étudiants et même de nous faire rencontrer les étudiants actuels parce que finalement, c'est ça le réseau. C'est pas seulement les quelques étudiants avec qui on est en formation pendant 1 an ou 6 mois, c'est aussi ceux des autres promotions. Où on se rend compte qu'on a soit des personnalités qui matchent, des univers aussi, des sujets, des thématiques qui nous touchent. Et donc, la vie en fait de ces écoles, c'est vraiment quelque chose qui dure sur le long terme. Ouais, c'est très intéressant. Effectivement, c'est pas que 1 an de formation, 2 ans de formation. Ensuite, ça crée vraiment un réseau. Il y a des occasions de se revoir et il y a toujours des connexions qui se font, quoi. Donc, c'est très important de prendre c'est ce temps-là pour rencontrer des gens. Et vraiment pas ensuite même venir aux événements et tout. Enfin, bon, sans tomber dans le réseautage purement instrumental, mais il faut faire ça, ouais, c'est important. Une fois que vous êtes sortis de vos formations respectives, une question qu'on s'est posée, nous, et que plusieurs camarades se posent, c'est comment on se lance dans une démarche professionnelle, les difficultés qu'on rencontre une fois que voilà, la formation est terminée et qu'on est seul face à son bureau et face à ses projets. Toi, Yasmine, par exemple, tu as fait plusieurs formations à la suite. Peut-être tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu poursuivre la formation. Quand est-ce qu'on a le sentiment aussi que c'est bon, qu'on peut s'arrêter de se former? Est-ce que ça s'arrête un jour? Je ne sais pas. Je sais pas si je m'arrêterai un jour. J'ai un peu l'impression que je suis accro à l'école. Alors, c'est vrai que quand je suis sortie de Courtrajmé, j'ai eu un peu cette sensation de vide, de me dire, OK, toutes les portes sont ouvertes et en même temps, je ne sais pas par où commencer. J'étais très perdue, mes camarades aussi, donc on s'est quand même pas mal soutenus là-dessus. Nos premiers pas étaient de tenter des résidences. On a fait quelques résidences d'écriture. Ça permet aussi de rencontrer du monde. Et là, pour moi, de me rendre compte qu'il me manquait encore un certain bagage technique que j'avais besoin de développer. C'est aussi là que je me suis rendu compte que c'est un métier qui nécessite d'être très proactif. On crée ses connexions, on crée son travail. Donc, il ne faut pas attendre énormément de l'autre. Il faut aller soi-même rencontrer l'autre. En tant que grande introvertie, c'est quelque chose qui me faisait très, très peur. Et comme je sentais que je n'avais pas encore ce bagage technique, je me suis dit que pour m'aider, il fallait que je continue de me former. Donc, il y a vraiment, ça a été vraiment nécessaire. Et ce qui m'a permis vraiment, en sortant de la Cité européenne des scénaristes, d'avoir une expérience très différente. Je me sentais beaucoup plus en confiance. C'était un moment, je pense que c'est la première fois où je pouvais me dire scénariste. J'étais prête à le dire. Et ça s'est ressenti dans ma manière d'aller rencontrer les producteurs, tout simplement, en la manière de présenter mes projets. Et c'est comme ça que en fait, j'ai pu, quelques mois après ma sortie de la cité, signer ma première option et d'être vraiment lancée, même si on sait que les projets après sont extrêmement longs. Donc tout prend énormément de temps. Mais cette première étape était quand même vraiment clé dans ma confiance en moi pour me dire que j'en étais capable. Et ça m'a beaucoup aidée. Et ça m'a permis après de continuer à développer des projets, d'aller à la rencontre de producteurs. Mais je comprends que c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps. Ce sentiment d'être prêt à se confronter au marché, en fait, concrètement. Ouais, on n'est jamais vraiment prêt, quoi. Il y a un truc... Encore aujourd'hui, c'est toujours très stressant. Et puis surtout pour des introvertis, ça peut être un peu compliqué. Non, oui, alors j'ai l'impression qu'il y a tellement de chemins en plus. C'est très, très difficile de savoir comment, en sortie de formation, comment s'insérer dans le métier. Il y a quand même je pense que quand tu as une bonne formation, ça finira toujours par se faire. C'est plus une question de temps. Évidemment, plus le temps passe, plus on est angoissé. Et plus on est angoissé, ce qui n'est jamais bon. Et puis même pour l'écriture, c'est pas bon d'être trop anxieux, même si c'est aussi, ça fait partie du processus. Mais donc, c'est aussi, il y a un paramètre chance qui est pas, en tout cas pour que ça commence vite en sortant de la formation. Voilà, moi, c'était un intervenant qui m'a appelé vraiment juste à la sortie. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir un premier contrat tout de suite. Et après, en fait, évidemment, le scénario, c'est
comme tu crées ton propre travail, c'est bien dit, du coup, il y a un effet boule de neige, en fait. Tu lances une petite boule de neige qui commence à prendre, et il faut trouver le bon endroit pour dévaler la pente, quoi. Si je peux filer cette métaphore brillante. Mais c'est vrai que moi, je me souviens d'un super conseil qu'on m'a donné. J'étais sur le point de sortir de la Cité européenne des scénaristes et toute ma promotion, on a reçu un email d'un ancien qui nous dit, bah voilà, certains d'entre vous vont trouver du travail tout de suite, pour d'autres, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais ça, c'est pas parce que ça va prendre du temps que ça ne va pas arriver. Donc lui avait ce recul que nous, on n'avait pas encore et ça a été un conseil extrêmement précieux parce que, en effet, je me suis rendu compte, on était une vingtaine d'étudiants et chacun avance à son rythme parce qu'on a besoin de trouver les bonnes opportunités qui nous correspondent aussi, que ce soit correspondre à nos goûts ou aussi juste à nos personnalités, à notre manière de vouloir travailler. Euh, mais c'est quelque chose qui était assez effrayant de se dire qu'en effet, ça va peut-être prendre du temps et il faut pas, voilà, il faut être assez honnête. C'est un métier qui prend du temps. Ça peut prendre, je crois, plusieurs années pour qu'on puisse vraiment en vivre, mais il faut pas lâcher. Et puis j'ai un peu l'impression que si on s'accroche à la fin, de toute manière, ça fonctionne. Oui. De toute façon, quand tu arrives au bout d'une formation, parfois qui est très, très exigeante et tout, même si évidemment c'est pas suffisant pour soi-même réussir à valider ses capacités, tout ça, mais ça veut quand même dire quelque chose en général. Donc finalement, les gens qui baissent pas les bras tout de suite finissent tous par trouver un moyen de travailler. Et après, ça prend. Et puis de toute façon, une carrière de scénariste, ça c'est vrai pour tout le monde, c'est jamais linéaire. Donc il y a des gens qui vont commencer très vite et qui sont pas prêts ensuite à avoir un gros passage à vide. Et en fait, c'est toujours comme ça. Et je pense que c'est aussi un apprentissage il faut vivre un peu ses désillusions. Ça fait partie de l'apprentissage ouais, c'est ça, c'est un peu démystifier aussi le métier, quoi. Où en fait, tu vas pas passer tout le temps à avoir du travail et ça va être plus... Donc t'as eu ce premier appel, Ouais. et après ça s'est tout enchaîné, ça fait 2 ans que tu bosses full, t'as eu des creux... Ouais, pour l'instant, ça s'est bien enchaîné, Ouais. mais parce que et ça, c'est aussi la vertu de la formation, j'avais... Donc j'ai eu ce premier contrat tout de suite, c'est une vraie chance, et avec ma co-autrice Esther Van Wervel, on a pu tout de suite faire de la commande. Et c'est vrai que c'est commencer par de la commande, c'est un peu parce que les options, le développement, il y a quelque chose de très évanescent et un peu et puis c'est du concept de série. Alors, Dieu sait que c'est difficile à appréhender et tout. Donc la commande, c'est beaucoup plus encadré. C'est presque le prolongement. Évidemment, c'est pas le prolongement de l'école, mais il y a un truc un peu plus rassurant. Et donc c'était cool de bosser. En plus, c'était de la comédie policière, c'était la série Mercato. Voilà. Et donc sur TF1 et tout. Donc on a évidemment très impressionnés. Mais ça s'est bien passé, on a été bien accompagnés. Et donc ça permet quand même tout de suite de se rassurer. Et ensuite, moi, j'avais 6 mois de stage chez T'es-Fou. Et pareil, ça permet de toucher à l'animation. Et ensuite, j'ai eu des opportunités. Et en fait, comme ça s'était bien passé sur Mercato, Jérémy avait un autre projet avec Gaumont et il nous a rappelé avec Ok. Esther. Donc il y a beaucoup de relationnel, quoi. Donc ça s'est bien passé une fois, les gens vous rappellent et ça ouvre d'autres portes. Voilà, et à côté de ça, on a aussi le temps de lancer des développements, ce qui est quand même normalement la première étape d'un scénariste tu décroches une option, 2 options et tu commences à prendre confiance. Et au final, tu te rends compte que finalement, tes semaines commencent à être un peu remplies. Mais c'est vraiment parce que tu as ce coup de fil initial quelqu'un qui te donne ta chance, quoi. Sinon, personne d'autre m'a appelé au début, quoi. Donc, Toi, Yasmine, par exemple, du coup, t'étais plutôt dans cette phase de lancer des développements, etc., quoi. Ouais, exactement. Moi, c'était plus ça. J'avais des projets que j'avais développés pendant la Cité européenne des scénaristes où ils essayaient quand même, enfin, ils avaient une vraie démarche de nous guider pour la suite et d'essayer de comprendre quelle était notre place dans le marché. Donc, on avait chacun l'opportunité de développer juste des concepts de séries très, très courts, mais pouvoir en discuter avec nos encadrants et comprendre lesquels avaient le plus de potentiel. Puis, il y en a un qui est un peu sorti du lot. Via les rencontres organisées avec des producteurs par la Cité européenne des scénaristes, j'ai pu rencontrer une directrice littéraire qui a aimé le projet. Et puis, c'est comme ça que ça s'est fait et que j'ai pu me lancer dans mon premier développement de série. Donc, c'est assez différent, je pense, le développement de série parce qu'en effet, il y a une très, très longue phase de développement du concept. Donc, je suis en plein dedans, là, depuis le début d'année. C'est absolument passionnant. C'est aussi une super chance parce que pour moi, c'est un peu le projet passion. Donc, je me dis, c'est une super manière de débuter finalement de cette manière, d'avoir la chance à la fois de découvrir ce que c'est concrètement le métier de scénariste, en même temps pour le faire sur un projet que j'adore. Et donc, oui, là, c'est la découverte de cette phase de documentation, de rencontres, sur le sujet, de réécriture de la Bible et de vraiment rentrer dans le dur et de se rendre compte que, oulala, on avait des idées, mais en effet, tout était très évanescent.
naissant, et puis là, tout d'un coup, il faut que ça devienne très, très, très concret. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans les épisodes, les questionnements qu'on a sur les choix de diffuseurs, ce genre de choses. Et je pense que pour moi, je me sens très, très chanceuse de pouvoir débuter comme ça, parce que voilà, il y a à la fois ce côté passion et ce côté confrontement assez violent à la réalité du marché. Oui, il y a un truc, c'est vrai. En plus, c'est que c'est les options souvent. Enfin là, on parle un peu de concrètement. C'est vrai que tu vas pas être très bien payé pour le travail qui est le plus dur. Exactement, ouais. Et c'est vrai que bon, parfois, mais en même temps, c'est un travail. Tu sens que tu progresses à chaque développement. Il y a quelque chose de conceptualisation qui est. Mais donc voilà, parfois ça peut être un peu ingrat parce que ça peut prendre un temps immense et ça va pas être super rentable financièrement et pour un travail qui est vraiment vraiment très très dur quoi. Donc plus on est large en fait dans le scope au niveau du scénario, plus c'est dur et surtout quand tu dois créer des moteurs qui doivent te tenir plusieurs saisons, même une mini-série, enfin c'est super dur quoi. On en sort dans la chimie, c'est compliqué. Hein. Et que tu sois pendant la formation, après la formation, c'est un truc, c'est toujours aussi dur quoi. Enfin c'est évidemment ça. Mais ça devient pas. Non, ça devient pas une seconde nature. Enfin, en tout cas chez moi c'est pas. Donc voilà. Donc c'est un truc on continue et c'est pour ça en fait on continue à apprendre en fait. Donc, c'est ça oui. Même après tes 12 formations. Ah oui, mais il y a quelque chose même de très satisfaisant, je trouve, dans ce processus de développement où tu vois ton évolution à chaque version. Et quand tu regardes les versions que tu as fait il y a 1 an, tu te rends compte que déjà, en tant que scénariste, tu as changé, tu as appris énormément. Je trouve ça très rassurant, en fait, cette manière de travailler. On évolue, quoi. On reste pas bloqué. Peut-être une dernière question, du coup, pour la fin, parce qu'on arrive déjà presque à 1 heure. Quand est-ce que vous avez osé vous dire ça y est, je suis scénariste, si vous le dites? Alors moi, j'ai eu un professeur à la Cité européenne des scénaristes que je considère vraiment comme un super mentor et qui nous a vraiment ordonné de nous dire scénariste, de le mettre sur nos bio LinkedIn, dire ça y est, vous êtes scénariste, de toute manière, au moment où vous écrivez, vous êtes scénariste. Donc il faut se faire un petit peu violence, c'est un petit peu dur, mais je le remercie beaucoup pour ce conseil et cet encouragement parce que ça nous permet de sortir de ce mode de pensée d'apprenant, on a beau se dire oui, scénariste émergent, mais on est scénariste. Et ça nous force aussi à, je trouve, se responsabiliser dans notre carrière et à la faire avancer. Il y a cette étape où on est en formation, on est un petit peu... on est dans un cadre très confortable. Puis, à un moment, on devient responsable du développement de sa propre carrière. C'est à nous d'aller à la rencontre des producteurs. C'est à nous de développer ces projets, d'aller rencontrer même d'autres scénaristes. Et le fait de se dire scénariste, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidée à être proactive après, par la suite. Mais du coup, c'est quand même quelque chose qui t'a pris un certain temps, parce qu'en fait, t'avais déjà fait Courtrajmé et tout, il y avait du temps, en fait, avant que tu fasses la cité et que là, tu te dises, ça y est, après, je mets le titre, quoi. Je me pose la question s'il n'y a pas une différence quand on écrit de la série et quand on veut écrire du cinéma, où en effet, c'est un monde où le côté auteur et réalisateur sont beaucoup plus liés, où je me rends compte quand même, les gens se disent auteur et réalisateur beaucoup plus rapidement. C'est vrai, il faut le dire. Et donc, je pense que peut-être d'une certaine manière, moi, je n'avais pas ce mode de pensée. C'est peut-être pour ça que je suis pas restée que dans ce monde-là et que je me suis après tournée vers la série. Mais j'ai l'impression que, parce que quand on va dans la série, on sait qu'on veut en faire une carrière dont on veut vivre, ça a un sens complètement différent. Oui, et puis il y a aussi une logique d'artisanat qui n'est pas non plus la logique d'artiste. Mais c'est important parce que c'est vrai que c'est... Et tu fais une formation et à la fin, en fait, on te donne un diplôme, on te donne donc forcément, si tu transposes ailleurs, ils sortent d'école, ils disent je suis ingénieur là. Donc je suis sorti du CEA avec mon petit diplôme, il y avait écrit diplôme de scénariste. Après c'est vrai que quand tu te dis tu vas boire un verre avec des gens et il y a le tour de table qu'on le connaît tous et que tu connais pas forcément et puis quelqu'un te dit toi tu fais quoi dans la vie et tu dis je suis scénariste, ils vont te dire tu t'as fait quoi? C'est ça la première question. Donc je dis oui, mais parce que je viens de sortir d'école. Donc il y a toujours ce truc. C'est le syndrome de l'imposteur, qui est un mal qui va nous ronger jusqu'à la fin de nos jours. Et donc en fait, c'est vrai qu'à partir du moment où tu as soit une résidence ou été sélectionné, n'importe quelle petite
preuve, une option. Là, quand même, il y a un truc mental où tu te dis, c'est bon, ce soir, je vais aller rencontrer des gens et on va me poser la question et je vais leur dire, eh bien, figure-toi que pas plus tard qu'hier, et voilà. Donc, je pense que c'est des petits déclics mentaux, mais effectivement, intrinsèquement, en fait, à partir du moment où il y a ce désir d'écriture et tu suis une formation et tu sens que ça avance, t'es scénariste, tu sors de là, oui, effectivement, t'es scénariste, il n'y a pas de débat. Mais je pense que c'est important de penser à cette question qu'on nous pose tous en disant quand on dit qu'on est scénariste, mais alors qu'est-ce que tu as écrit ça montre quand même le fait que pour beaucoup, ils ne se rendent pas compte de la longueur des processus en fait d'écriture et du travail qui est fourni derrière, voilà, un peu dans les coulisses par les scénaristes. Et c'est quelque chose auquel il faut qu'on pense nous-mêmes, de le mettre en valeur, de dire non, je suis scénariste. Alors non, je n'ai pas encore fait quelque chose qui est à l'écran parce que comment vous dire que pour développer une série, ça va mettre quelques années avant que vous puissiez peut-être l'avoir. Mais valoriser aussi le travail qu'on fournit tous les jours en se disant scénariste. Mais c'est marrant ce que vous dites sur auteur-réalisateur, sur le fait que c'est un truc qui... Et non, mais tu vois, moi je pense que, par exemple, j'avais plus de facilité quand j'écrivais du théâtre en amateur. Mais on faisait des représentations, on en faisait pas mal et tout, et j'avais plus de facilité à dire je suis autrice. Parce que il y avait ce truc de c'est sur scène, il y a eu je sais pas combien de dates, bon bah voilà, en fait j'ai écrit ce spectacle qui existe. Et donc j'ai beaucoup plus de facilité que là, je me dis pas, enfin pour l'instant en tout cas, moi j'ai pas passé le cap, je me dis pas encore scénariste, peut-être parce que justement j'ai aussi enchaîné les formations et donc je suis toujours en formation en ce moment, donc je suis un peu à ce stade justement où je me dis plutôt apprenante scénariste. Mais oui, alors que c'est marrant, en fait, finalement, il y a 2 ans, 3 ans, j'étais d'une certaine manière plus sûre de mes capacités d'écriture, tu vois, qu'aujourd'hui... Mais en plus, il y a toujours cette phase de... au début, on ne se rend pas compte de ce qu'on ne sait pas. Oui, clairement. Donc, quand on écrit ses premiers scénarios, ça y est, on peut plus facilement se dire scénariste. Puis quand on commence les formations, on se rend compte. En fait, j'étais pas du tout scénariste. Mais complètement. Et là, ça devient plus difficile. Ouais. Ça, c'est la courbe d'incompétence. Ah oui, plus on est compétent, moins on se dit qu'on est compétent, ouais. Non, moi, je sais pas, comme j'ai une formation un peu hybride de recherche en cinéma et de pratique, la création, elle a été validée par l'école, en fait. Du coup, il y a un truc... il y a un truc qui facilite, je pense, le sentiment de légitimité. Après, très honnêtement, moi, quand on me demande ce que je fais, je dis pas je suis scénariste. J'y arrive pas encore, quoi. Scénariste réalisatrice, en plus, franchement, je pense que j'ai l'impression qu'il y a quand même cette étape de la production officielle par une société qui rentre en compte, en tout cas pour moi, quoi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une question qui se pose pour beaucoup d'entre nous au moment de l'émergence et tout, d'accepter de mettre le titre aussi par un truc d'ego, de peur, tu vois, de se dire moi je suis scénariste, et alors que t'as des camarades qui ont fait la même formation que toi, qui disent pas du tout ça. Enfin, c'est un peu étrange à doser, quoi. Et c'est pas évident, moi, je trouve. Je pense peut-être c'est plus évident quand tu sors de formation où tout le monde d'un coup tente vraiment full le métier. Je pense que le CEA, c'est quand même assez le cas. Genre, tout le monde en sortant se dit là, je mets toutes mes billes sur le scénario, j'y vais à fond. Par exemple, je pense qu'à Nanterre, comme c'est aussi des promos assez jeunes, oui, c'est vrai. Et que c'est une formation qui est un peu moins connue, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont pas directement faire que du scénario et tenter que du scénario. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est un peu dans des entre-deux. Des zones de flou, Parce que voilà, il y a plein de gens qui essayent d'aller bosser dans le développement, enfin de refaire des stages et tout. Personne ne se sent encore complètement sûr de ses appuis. Bien sûr. Oui, c'est vrai que quand tu sors du CEA, tu regardes, on regarde souvent, mais alors qui des promos précédentes n'est pas devenu scénariste, donc par élimination. Et donc on regarde, et effectivement, il y en a quelques-uns, mais ça reste entre guillemets c'est pas des parcours classiques quand tu fais le CEA normalement, ou j'imagine la FEMIS, c'est vrai que tu y vas avec une idée en tête un peu précise, quoi. Oui, carrément. Donc je compte pas me reconvertir encore. Non, mais je pense qu'à Nanterre non plus, je pense qu'à Nanterre les gens ont vraiment envie d'être scénaristes, mais que peut-être comme c'est pas cette formation complètement aussi installée, il y a un truc un peu de les gens n'osent pas direct après se dire allez, là je vais contacter des boîtes de prod, je vais chercher une super un réputation agent, en plus, hein, Oui, c'est une formation assez connue, et puis en fait je pense que du fait qu'elle soit dans le cadre de l'université et pas dans une école détachée du secteur universitaire, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, quoi, de genre mais nous on est de l'université en fait, donc oui. et alors qu'en fait depuis quelques temps la formation il y a beaucoup
de gens qui s'insèrent facilement et bien, quoi. Mais ouais, c'est vrai, ça fait une différence, quoi. On arrive à la On fin. arrive à la fin, ouais, de ce podcast. Du coup, merci Yasmine, merci Louis d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être après avoir évoqué du coup votre galère de la semaine en début d'épisode, on peut évoquer cette fois-ci une note un peu plus positive, donc votre réussite de la semaine ou votre joie de la semaine en tant que scénariste. Moi, j'ai eu une semaine un petit peu particulière. Marianne le saura, puisqu'on vient de passer une semaine à Madrid à rencontrer des scénaristes espagnols et des diffuseurs espagnols. Et je pense que la petite réussite, c'est aussi la petite réalisation que on apprend énormément en parlant aussi à d'autres scénaristes. Parce que je pense que quand on est émergent, on a tendance à se dire il faut que je fasse des rendez-vous avec des producteurs. Et puis finalement, les conversations qu'on peut avoir avec des scénaristes expérimentés peuvent être des sources d'apprentissage énormes. Donc je pense que c'est petite réussite d'avoir réussi à poser des questions à ces gens que je trouve absolument fascinants et qui m'intimident. Et qui en plus parlait anglais avec un accent espagnol. Très très fort, oui. Non, de mon côté, c'était comme j'étais aux prises avec cette note de réécriture, j'essayais de trouver la bonne façon de l'apprendre et ça a été au bout d'un moment de me dire arrête de prendre des notes sur le texte et rédige, ça va t'aider. Et parfois on trouve en rédigeant, peu importe à quelle étape ou quel exercice d'écriture, mais ça aide et ça m'a aidé à structurer en fait. Donc j'étais content de voir que en écrivant, je trouvais la façon d'organiser mes idées, parce que c'était un exercice un peu particulier que j'avais pas trop fait auparavant. Donc voilà, ça a été d'envoyer le mail avec la note d'écriture. c'est toujours la petite victoire d'envoyer de toute façon. On la retrouve peu importe les semaines. Merci beaucoup, c'est la fin de notre épisode, de notre premier épisode. Merci chers auditeuristes d'avoir écouté En Développement, le podcast des scénaristes émergents produit par l'association À l'Affût. Merci à Marion Delaby pour l'enregistrement sonore et la post-production. Et puis on vous dit à bientôt pour nos prochains épisodes, toujours sur le même thème de commencer, mais qui se consacrera cette fois-ci à commencer l'écriture d'un projet. À bientôt!